Le Togo tourne la page des élections municipales du 17 juillet 2025. La Cour suprême a proclamé les résultats définitifs de ce scrutin qui marque une avancée de plus dans le processus de décentralisation dans le pays. Les conseillers municipaux s'apprêtent à prendre les rênes de la gouvernance locale, mais non sans l'œil attentif de l'État. Pour savoir comment cette période post-électorale va être gérée, nous recevons en exclusivité sur ce plateau le ministre de l'Administration territoriale, de la décentralisation et de la chefferie coutumière, le colonel Roudabalo Awate. Monsieur le ministre, merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Merci, monsieur Gaëtan. Monsieur le ministre, la Cour suprême a proclamé le 6 août dernier les résultats définitifs des élections municipales du 17 juillet 2025. D'abord, votre première réaction. Merci, mais avant de répondre donc à votre question, permettez-moi d'abord de saluer tout le bon travail, le travail de qualité qui se fait ici et saisir l'occasion pour adresser mes félicitations au directeur général de New World TV, ainsi qu'à son personnel pour la qualité de l'information, mais aussi pour la visibilité de notre pays à l'étranger et un peu partout dans le monde. Merci pour ces compliments. Merci. Rendons grâce à Dieu pour tous ses bienfaits en faveur de notre pays. En effet, les élections municipales du 17 juillet ont connu leurs résultats définitifs par la Cour suprême, la Chambre administrative de la Cour suprême, donc le 6 août passé. Ce qui marque la fin de la première grande phase donc, de l'élection pour le renouvellement des conseils municipaux de notre pays. Notre première impression, c'est une impression, je dirais, d'une mission accomplie. Comme vous l'avez relevé, depuis la pré-campagne, la campagne et l'élection le 17 juillet, les activités se sont passées dans la sérénité, dans la paix et la convivialité un peu partout sur le territoire national. Et la zone même qui pouvait être redoutée, c'est la région des Savanes, où nous enregistrons de temps en temps dans des incursions des terroristes qui viennent donc des pays du Sahel, mais là-bas aussi, la sérénité a régné et les différents acteurs ont pu dérouler correctement les activités qui ont abouti à l'élection. Nous voudrons saisir cette occasion pour d'abord remercier et surtout adresser nos admirations au président du Conseil pour son leadership, pour sa disponibilité, son sens élevé du dialogue qui a permis d'impliquer tous les acteurs politiques de notre pays dans le processus électoral de bout en bout. Oui, monsieur le ministre, c'est la fin du processus électoral dont vous vous félicitez. Quels sont les éléments probants qui font de votre satisfecit? Les éléments probants. D'abord, la sérénité qui a régné et également le taux de participation qui est de plus de 56% et surtout la participation de tous les partis politiques à ce processus. Nous avons enregistré environ exactement 500 listes pour les 117 communes et nous avons également vu des communes à une ou deux listes ou même des communes à 17 listes pour 19 places. Cela a démontré non seulement l'engouement du peuple togolais à participer au choix de ceux qui doivent administrer leur commune, mais également c'est une confiance, une adhésion
à la politique d'inclusion et de participation de tous les Togolais prônée par son Excellence M. Faure Essosumi Assingbe, le président du Conseil. Mon satisfecit aussi vient du fait que non seulement le processus s'est déroulé sans heurts, mais également au résultat, nous avons constaté que chacun était satisfait des résultats qu'il a eus, mais surtout chacun savait que ces résultats étaient vrais parce que tout s'est passé dans la transparence. En vous écoutant, Monsieur le ministre, est-ce qu'il faut conclure que ce processus électoral n'a pas connu de difficultés? Difficultés réelles dans le déroulé, il n'y en a pas eu. Si on devait parler de difficultés, on peut plutôt parler de la tentative de déstabilisation de notre pays par les réseaux sociaux. Cela aurait pu troubler beaucoup plus ce processus, mais c'est avec joie que nous disons que la maturité du peuple togolais, la maturité politique et particulièrement la maturité des jeunes ont prévalu sur cette tentative de déstabilisation. Oui, un taux de participation de plus de 55%. Quel enseignement vous en avez tiré dans le contexte que vous venez d'évoquer? La conclusion que je tire, c'est que contre vents et marées, le peuple togolais a choisi de travailler pour le développement, l'amélioration des conditions de vie de chacune et de chacun. Monsieur le ministre, officiellement, la page de ces élections municipales est tournée. Quelles sont les étapes prévues par la loi pour la mise en place effective des nouveaux conseillers municipaux et les maires? La seconde phase donc, de ce processus consiste à rendre opérationnels les nouveaux conseils municipaux. La loi sur la décentralisation dispose à son article 123 que 60 jours après, au plus tard, les conseils municipaux doivent être convoqués et dans ce cas par les préfets en vue de l'élection des bureaux exécutifs. Et l'étape suivante sera donc la passation de services entre les conseils municipaux sortants et les conseils municipaux entrants. Et le tout sera bouclé par une tournée pour rappeler aux conseils municipaux, donc pour leur rappeler donc, la décentralisation telle que conçue au Togo et surtout les actions prioritaires de développement que le gouvernement a choisies. Et en attendant la mise en place effective de ces conseillers municipaux, quels sont les préliminaires à votre niveau, au niveau de votre département ministériel? Bien, les préliminaires à notre niveau, c'est de réunir les outils nécessaires. D'abord pour la première réunion, ce qui est déjà fait. L'étape interne qui aura lieu, c'est la rencontre donc, des préfets, de leurs secrétaires généraux ainsi que les gouverneurs pour donc renforcer leurs capacités quant au déroulé de cette première réunion consacrée à l'élection des bureaux exécutifs des différents conseils municipaux. Vous la projetez à quand cette rencontre? Probablement d'ici le 20. Cette rencontre pourra avoir lieu avant donc, la convocation de la première réunion des conseils municipaux par les préfets. Et après, il faut maintenant aller à l'installation effective et le vote des maires? Tout à fait. Non, c'est au cours de donc, cette première réunion qui sera convoquée que les conseillers municipaux vont élire leur bureau exécutif. Et ensuite, on procédera
à la passation de services entre le conseil municipal sortant et le conseil municipal entrant, ou à l'installation s'il y a des conseils, enfin des maires qui sont qui vont continuer la fonction de maire. Nous parlons de passation de services quand il y a donc changement, et nous parlons d'installation quand c'est le même qui a la chance de continuer un second mandat. La gouvernance locale dont on parle, elle concerne ces élus locaux. Alors, en attendant qu'ils prennent l'effectivité de leur mission, est-ce que votre rôle, vous tracez la voie, vous faites un suivi, ou concrètement, comment est-ce qu'on peut appréhender la mission de votre département ministériel? La mission de notre département ministériel est permanente. Elle est permanente à part donc ces étapes qui sont ponctuelles. De manière permanente, notre département a la mission d'encadrement. D'abord, d'exercice de contrôle de légalité sur tous les actes que posent les conseils municipaux, c'est-à-dire vérifier la conformité avec la loi. Ensuite, l'appui conseil, qui consiste donc à les accompagner dans toutes leurs tâches par donc les techniciens qui sont autour de messieurs, madame, messieurs les préfets. Et de manière permanente aussi, nous veillons à l'application des lois et des règlements de la République. Plus concrètement, pour faciliter leurs tâches, le gouvernement, sous l'impulsion de son Excellence M. Forestos Gnassingbé, le président du Conseil, a créé une agence nationale de formation des collectivités territoriales, qui est donc basée à Blita, qui se chargera tout au long du mandat de renforcer les capacités de tous les acteurs, que ce soit les conseillers, que ce soit les agents communaux ou les cadres des services déconcentrés de l'État qui doivent appuyer les conseils municipaux. Ils bénéficieront d'une formation et de renforcement de capacités à partir de cette agence. Il faut ajouter même que cette agence a déjà une plateforme e-learning où tout le programme se trouve, où les conseillers, tout comme tous les acteurs de la décentralisation, peuvent se ressourcer, apprendre, faire des recherches pour mieux servir donc la communauté. La décentralisation au Togo a connu un point d'étape en 2019 avec les élections municipales et celles de cette année. Vous avez toujours martelé que cette décentralisation dont vous avez la charge, Monsieur le ministre, est un levier majeur pour le progrès socio-économique. Alors, comment cette étape électorale s'inscrit-elle dans cette vision stratégique pour vous? Merci. Rappelons que les conseils municipaux qui vont bientôt prendre fonction sont les premiers conseils municipaux de la Ve République. Donc, d'un régime parlementaire où les élus ont le rôle primordial, le rôle principal dans la gouvernance et dans la gestion donc, du pays. Vu sous cet angle, je me dis que c'est dans la Ve République que les conseillers municipaux verront leur importance vis-à-vis des populations qui leur ont donné confiance, qui les ont élus. Parce que le développement, pour qu'il puisse avoir un impact positif sur la population, ne peut se faire qu'à la base. Donc, dans les coins et recoins. Et pour que le développement soit équitable, il faudrait que l'action ou la vision du président du Conseil, le plan national de développement puisse réellement s'imprimer
dans nos localités à travers les conseils municipaux. Monsieur le ministre, qu'est-ce que la Ve République compte faire comme prérogative à ces conseillers municipaux, autres que celles dont jouissaient leurs prédécesseurs? Je dirais que leur action est encore plus valorisée en tant qu'élus locaux. En ce sens qu'ils sont chargés non seulement de diffuser tout ce que nous avons comme contenu de la Ve République, les institutions, leur fonctionnement, parce qu'ils sont les premiers à sensibiliser les populations sur le civisme et sur le patriotisme. En second lieu, la Ve République, qui est un régime parlementaire, ils sont à la base également des élus qui sont chargés de concevoir, de mettre en œuvre et les projets de développement inspirés ou demandés par les populations. On va maintenant jeter un coup d'œil dans le rétroviseur. Après 6 ans de mandat des élus locaux, est-ce que vous avez le sentiment que vous atteignez vos objectifs dans le cadre de la décentralisation au Togo? Absolument. Je crois que nous sommes en progression. Il faut rappeler qu'avant je dirais avant 2019, il existait certes quelques communes, mais ce n'est pas tous les Togolais qui ont eu la chance de découvrir, de vivre, de toucher du doigt ce que c'est qu'une commune. Avec la communalisation intégrale et le premier mandat de 2019 à 2025, nous pouvons dire qu'au jour d'aujourd'hui, les citoyens lambda savent à peu près ce que c'est qu'une commune, quelle est la mission d'une commune, quelle est la mission d'un conseiller, comment on y accède et quelle est la relation globale entre l'élu local, le préfet et le gouvernement. Ça, c'est déjà un pas sur le point de l'éducation de la population en matière civique et de connaissance des institutions qui gèrent le pays. Deuxièmement, 1527 citoyennes et citoyens ont eu la chance d'être responsabilisés. Donc, ont touché du doigt ce que c'est que la gestion des affaires publiques, même si c'est sur le plan local. Cela leur donne aussi une idée de ce que représente la mission de ceux qui sont au plus haut niveau. Ça également, sur le plan formation du citoyen, c'est un pas. Ils ont touché du doigt. Au jour d'aujourd'hui, ils sont capables d'éclairer, ils sont capables de faire plus si on leur renouvelle donc le mandat. En plus de cela, avec l'appui de l'État, les communes, après ce premier mandat, ont quand même un bilan acceptable si nous comprenons que ce sont pour la majorité des pionniers. Et qui dit pionnier, dit sacrifice. Beaucoup ont fait des sacrifices pour que des infrastructures, d'abord pour que la commune puisse prendre forme, ensuite que certaines infrastructures voient déjà le jour par le financement direct ou indirect des communes. Alors, Monsieur le ministre, quand vous dites un mandat acceptable, ça veut dire qu'on aurait pu faire mieux. Oui, je suis d'accord, on aurait pu faire mieux. Où est-ce que vous voyez les défis qui n'ont pas été relevés?
D'abord, il faut rappeler que le mandat a commencé par la gestion de la Covid. Cela a été une entorse pour donc, les premiers acteurs de la gestion des communes. Ce n'est qu'après que progressivement, les conseils municipaux ont commencé par jouer pleinement leur rôle. N'eût été donc d'abord cette entorse, ensuite, tout début étant difficile, l'apprentissage, les hésitations, etc., tout cela aussi a pris un petit temps. Alors que pendant ces hésitations, le mandat est en train de courir. C'est pourquoi je pense que les premiers conseillers auraient pu mieux faire, n'eût été d'abord cette gestion, la Covid qui est venue désorganiser tout ce qui était prévu pour le développement, que ce soit au niveau local ou au niveau national, même sur le plan international. Nous avons vu ce que la Covid a créé comme dégâts, comme obstacles dans les projets de développement. Est-ce que le fait que cette première mandature intervienne après une trentaine d'années de parenthèse était aussi un défi? Oui, c'était un défi. Et c'est ça que j'ai relevé plus haut, puisque l'apprentissage se fait au jour le jour et quand un muscle cesse de travailler naturellement, il s'atrophie. Donc quand on cesse de s'exercer, justement, on perd des éléments. Monsieur le ministre, la gestion de la cité, c'est l'affaire de tous, dit-on. Quelle appréciation faites-vous de la participation citoyenne dans ce processus de décentralisation au Togo? Mon appréciation, c'est que beaucoup de citoyens ont compris que c'est à nous-mêmes de développer nos milieux, notre pays, et participent. Mais nous souhaitons que pour cette deuxième mandature, la participation soit plus active et plus continue. Et nous souhaitons que nos concitoyens puissent s'intéresser beaucoup plus à l'affaire de la commune en participant aux réunions pour savoir ce que le conseil est en train de faire, en participant aux sessions. Rappelez que chaque trimestre, il y a une session municipale qui est publique. Mais le premier mandat n'a pas enregistré beaucoup de participation citoyenne. Nous souhaitons que pour cette fois-ci, ayant vu déjà la mission et ce que les communes essayent de faire, que les citoyens, nos concitoyens puissent mieux participer. C'est vrai, on pourrait dire que c'est une salle, tout le monde ne peut pas être là. Mais vous savez, il y a les syndicats, il y a les organisations de la société civile, il y a des associations, il y a des corporations. Elles peuvent s'organiser pour que soit le bureau ou certains membres du bureau participent à la réflexion, donc à la conception du développement du milieu, à la conception des taxes, des réglementations qui se font par les délibérations, ce qui leur permet d'abord de contribuer, ensuite de veiller à l'application de ce qui est retenu, et ça leur permettra également en tant que leader des différentes organisations de sensibiliser la grande masse par rapport à ce qui se fait, par rapport aux projets qui sont retenus, par rapport à la participation qui est attendue du citoyen pour que la cité se construise avec tout le monde. La décentralisation même a profondément l'inclusion et la participation de tous.
au développement du milieu. Oui, Monsieur le ministre, vous souhaitez une participation plus accrue du citoyen au processus de développement et dans la gestion des communes. Et pourtant, on l'a constaté dans la première mandature, beaucoup de communes n'ont pas mis en place le bureau du citoyen, pourtant prévu par la loi sur la décentralisation. Et pourquoi? C'est vrai, nous pouvons dire que ce sont les difficultés de démarrage. Au jour d'aujourd'hui où nous parlons, il y a déjà 60 bureaux du citoyen qui sont opérationnels. Et nous allons justement encourager les nouveaux conseillers à continuer dans la mise en place de ce bureau qui est très important pour la participation des citoyens. Je parlais tantôt de participation aux réunions, mais les citoyens peuvent également faire des propositions à travers le bureau du citoyen, soit par écrit, soit en allant s'entretenir avec l'animateur du bureau du citoyen. Donc c'est un point à renforcer au cours de cette deuxième mandature. 60 bureaux sur 117, la différence est quand même grande. Très grande. Est-ce que vous pensez qu'on pourra, au cours de cette mandature, avoir tous les bureaux du citoyen installés dans toutes les communes? Je dirais au cours de la première année, nous veillerons à ce que tous ces bureaux soient opérationnels. Alors, Monsieur le ministre, est-ce que les maires sortants ont pu vous dire toutes les difficultés financières? Parce que c'est ce qu'on a remarqué, les communes ont eu des difficultés financières qu'elles ont rencontrées dans la gestion. Alors, comment on peut l'expliquer? Est-ce que c'est dire que l'État, à un moment donné, ne leur a pas mis suffisamment de moyens à disposition? Merci. Je crois que dire qu'il y a eu insuffisance de moyens, ça peut se comprendre. Mais l'État a toujours joué sa partition. Et comprenez que le budget conçu par chaque conseil municipal a 3 sources d'approvisionnement. Il y a la mobilisation endogène, la mobilisation financière endogène. La loi permet aux conseils municipaux, donc par délibération, de fixer des taxes sur des activités qui se passent dans leurs ressorts territoriaux. Et ça permet donc de mobiliser les ressources pour le financement du fonctionnement et du budget. Il y a également des taxes qui sont perçues et reversées par l'OTR aux collectivités territoriales. Et la troisième source, il y a le fonds d'appui aux collectivités territoriales, créé donc par le président du Conseil et qui met à la disposition des collectivités territoriales les ressources. Ce fonds prend en compte dans la répartition de la population par rapport à la population de chaque commune. Également comme critère, il y a l'indice de pauvreté. L'indice de pauvreté indiqué par l'Institut l'INSED. Et il y a également la gouvernance. Ces 3 critères permettent de faire une répartition équitable, sinon réaliste, des ressources pour toutes les communes. Alors maintenant, pour ce qui concerne la partition que l'État doit jouer, vous avez parlé du Fonds d'aide aux collectivités territoriales, le FACT. Au niveau de cette première mandature, combien l'État a-t-il mobilisé comme ressources au bénéfice des 117 communes?
Progressivement, l'État a démarré avec 2 milliards et au jour d'aujourd'hui, l'année en cours, l'État a débloqué 9,5 milliards pour les collectivités territoriales. Est-ce que pour cette mandature, ce fonds va connaître une augmentation? Ça pourrait paraître comme une goutte d'eau dans un océan de besoins pour les communes, Monsieur le ministre. L'appui de l'État est progressif, tout comme les transferts de compétences également se font de manière, le transfert se fait de manière graduelle. L'État, selon les ressources disponibles, l'a déjà démontré, de 2 milliards et 5, après 4 milliards, ensuite 6 milliards 5, puis 8 milliards et maintenant, cette année, 9,5 milliards. Alors quand vous voyez l'allure de la courbe, vous pouvez déjà déduire l'engagement de l'État à appuyer ces collectivités de manière substantielle, mais progressivement selon les ressources disponibles. Monsieur le ministre, la bonne gouvernance s'impose aussi aux collectivités territoriales, aux élus locaux. Vous avez mentionné l'existence d'une agence nationale de formation des collectivités territoriales qui est à l'intérieur du pays. D'abord, sur le fait que vous l'avez installée à l'intérieur du pays, est-ce que cela est significatif pour vous? Absolument significatif, parce que lorsque vous voyez Blita, c'est pratiquement le milieu de notre territoire et situé là, ça permet à toutes les collectivités d'avoir accès facilement. Donc, et étant là, l'agence a beaucoup plus de sérénité pour s'occuper de la formation et du renforcement des capacités des élus locaux, tout comme des autres acteurs de la décentralisation. Donc, je crois que pour ces deux raisons, positionner l'Agence nationale de formation des collectivités territoriales, c'est très bien placé et on prend en compte donc la distance et également la disponibilité réelle des formateurs et de tous ceux qui doivent encadrer cette formation des conseillers et agents des collectivités territoriales. Quels sont les domaines pour lesquels vous pensez que l'Agence nationale pour la formation des collectivités locales puisse renforcer les capacités de nos élus locaux? D'abord, il y a le b.a.-ba de la décentralisation, donc les éléments de base, disons les fondamentaux. Ensuite, il y a la mobilisation des ressources. C'est un domaine qui mérite d'être accentué au regard de ce que nous avons vécu pendant la première mandature. Parce qu'en réalité, ce n'est pas évident. Il faut aller à cette école. Comment on organise la mobilisation des ressources, que ce soit de manière endogène ou exogène. Ça s'apprend. Donc, l'agence va vraiment donner les éléments à ces conseils municipaux. Il y a également la gouvernance locale dans sa globalité. La gouvernance a ses exigences et demande également des qualités pour celui qui accepte être conseiller municipal. Parce que c'est un sacrifice, mais au même moment, il y a un devoir de résultat et un devoir de compte rendu. Nous voudrons également insister sur la gouvernance pour dire qu'on a eu tendance, on a constaté plutôt des tendances comme si le maire ou le conseil exécutif
étaient détachés du conseil. Alors, nous devons aller à l'école, aller à l'agence pour réapprendre. En réalité, le conseil municipal décide par une délibération. Et le bureau exécutif, c'est-à-dire le maire et ses adjoints, sont chargés d'exécuter. Ce n'est pas le contraire. Alors, nous devons aujourd'hui, à la lumière des expériences vécues, insister sur ces aspects pour que la gouvernance soit vraiment conforme à la loi. Monsieur le ministre, dans certaines communes, les rapports entre les autorités décentralisées et les autorités déconcentrées n'ont toujours pas été au beau fixe. Vous qui êtes arbitre, qu'est-ce que vous avez envie de dire sur ces rapports parfois difficiles? Je dirais tout de suite que ça fait partie de l'apprentissage. Et qu'après cette première mandature, et avec l'appui de l'Agence nationale de formation des collectivités territoriales, nous allons pouvoir clarifier les positions, faire comprendre à chacun son rôle. Parce que quand nous parlons de l'agence, ça ne concerne pas seulement les élus locaux. Vous pensez que les préfets, par exemple, peuvent aussi se voir renforcer les capacités? Tout à fait. Tout à fait. C'est tous les acteurs de la décentralisation. C'est pourquoi je parlais des services déconcentrés de l'État, les agents municipaux, les conseillers municipaux et les exécutifs de toutes ces communes. C'est dire que c'est tous les acteurs qui se verront renforcer les capacités pour que cette deuxième mandature puisse relever les défis, ou du moins qu'on puisse sentir une amélioration, qu'on sache qu'à partir des leçons tirées de la première mandature, il y a du progrès dans la gouvernance donc, de nos collectivités territoriales. Certains acteurs de la société civile, au regard des défis que vous avez décrits sur ce plateau, avaient appelé à leur vœu à des assises nationales pour faire une sorte de bilan de cette première mandature. Pourquoi est-ce que ces appels n'ont pas reçu écho favorable, Monsieur le ministre? Merci. Je crois qu'il y a beaucoup de canaux pour pouvoir participer à la gouvernance de ce pays, que ce soit au niveau local ou au niveau national. Nous n'avons pas besoin de faire beaucoup de bruit. On peut aussi le faire sans trop de bruit. Il y a un conseil national de suivi de la décentralisation. Et ce conseil s'est régulièrement réuni. Il n'y a que l'an dernier, que ce conseil n'a pas pu se réunir. Et un bilan est fait. Et les recommandations sont faites. Je crois qu'il vaut mieux se concentrer sur la mise en œuvre des recommandations que de vouloir faire une assise nationale. C'est beaucoup de gros mots, mais je crois qu'il faut qu'on aille à l'essentiel. Voilà notre position. Oui, Monsieur le ministre, nous tendons vers la fin de cet entretien. Vous allez maintenant vous adresser directement à ces conseillers municipaux qui ont été élus le 17 juillet dernier. Quels conseils ou recommandations avez-vous envie de leur adresser sur ce plateau? Bien, je voudrais, avant de parler aux conseils municipaux entrants, saluer et féliciter les conseils municipaux sortants pour leur engagement, pour tout ce qu'ils ont pu faire pour mettre les bases de la décentralisation dans les 117 communes de notre pays. Aujourd'hui, ils deviennent des personnes ressources s'ils ne sont pas reconduits et à tout moment,
ils pourront, en tant que citoyens avertis et aguerris, contribuer à l'amélioration de la gouvernance de nos collectivités territoriales. Après eux, je voudrais m'adresser également aux conseils municipaux entrants pour dire que c'est une mission très noble et je voudrais les féliciter pour la confiance que la population a portée en eux. Et cette confiance n'est pas certainement un effet du hasard, c'est que nos populations ont vu en chacune et en chacun d'entre eux des compétences, la disponibilité et l'expérience nécessaires pour conduire donc nos collectivités territoriales. Je voudrais également leur réaffirmer notre disponibilité à les accompagner, d'abord par les préfets en appui conseil, tout comme en contrôle de légalité, mais tout comme également, je dirais, comme citoyens aguerris. Mais beaucoup plus, je voudrais les exhorter à beaucoup d'humilité, à la disponibilité d'écoute. Parce qu'ils sont des acteurs de proximité, c'est la gouvernance locale, ils doivent pouvoir se rendre disponibles pour écouter les populations et prendre en compte les préoccupations de ces populations, les formuler en projet, rechercher les financements afin de booster le développement de chaque localité. Mis à part la disponibilité et l'humilité, les conseillers municipaux se doivent d'être assidus. Ensuite, de donner le bon exemple et d'être rigoureux dans la gestion des affaires publiques locales. Cela exige beaucoup de sacrifices et il faudrait qu'ils s'y mettent. Mais pour réussir leur mission, il faut rappeler aux conseillers municipaux élus qu'ils ont besoin de la cohésion. Il faut une cohésion d'équipe parce que c'est un gouvernement local. Quelle que soit leur tendance politique, ils se doivent de se mettre ensemble pour réfléchir à leur mission qui est la conception, la mise en œuvre des projets de développement de leur localité dans les domaines économiques, dans les domaines social et culturel, conformément aux directives du niveau national. Je voudrais pour finir leur souhaiter un bon mandat, mais surtout de se mettre sérieusement à l'école de l'Agence nationale de formation des collectivités territoriales pour réussir cette noble et exaltante mission que le peuple togolais leur a confiée. Oui, monsieur le ministre, quand vous avez fini de dire ça, si vous aviez aussi un message à l'endroit de la population en général, la diaspora, les organisations de la société civile, qu'auriez-vous envie de leur dire? Pour nos concitoyens, qu'ils soient sur le territoire national ou ailleurs, nous rappelons que nul ne viendra d'ailleurs pour développer nos territoires et que le développement de notre pays nous incombe tous. Je voudrais les inviter d'abord au civisme et au patriotisme, afin qu'ensemble, nous puissions préserver la paix et la quiétude. La sécurité de notre pays, c'est un bien précieux que nous avons et nous devons ensemble l'entretenir par nos propos, par nos comportements, par nos actions. C'est fondamental pour nous. Ensuite, que chacune et chacun puisse plutôt se demander qu'est-ce que je peux faire
pour ma commune? Qu'est-ce que je peux faire pour mon pays? Et en réalité, chaque citoyen peut faire. Aussi petite que soit sa capacité, chaque citoyen, chaque citoyenne peut contribuer au développement de son milieu. Je les exhorte à un civisme fiscal accru durant ce deuxième mandat, parce que pour développer la localité, la mobilisation des ressources commence à l'intérieur et c'est au vu des efforts fournis par chaque collectivité territoriale que l'État peut également faire un effort supplémentaire. Et d'ailleurs, c'est ça aussi qui attire beaucoup plus nos partenaires techniques et financiers qui acceptent d'accompagner le gouvernement togolais dans sa politique de décentralisation, dans l'objectif d'améliorer les conditions de vie et de travail de nos concitoyens, quel que soit leur lieu de résidence ou le lieu où ils travaillent. C'est l'appel du ministre de l'Administration territoriale, de la décentralisation et de la chefferie coutumière, le colonel Rodabalo Awate, que nous avons eu l'honneur et le plaisir de recevoir sur ce plateau en exclusivité. Merci à vous qui êtes restés en notre compagnie. À très bientôt.